quand je dis que le gouvernement vit sur un nuage, sur un autre monde que le nôtre, et qu'en fait, il est complètement déconnecté de la réalité. Eh bien, il n'y a plus que moi qui le dise, il y a même la Banque de France. La Banque de France demande au gouvernement de revoir son budget en leur disant « Vos prédictions, c'est n'importe quoi, il faut vraiment vous ressaisir. » Vous voyez, même la Banque de France est pessimiste. Alors, je rassure ceux qui disent tout le temps que dans mes vidéos, je suis uniquement pessimiste. Vous verrez, la Banque de France prédit aussi des choses peut-être pas si mauvaises pour nous. Il y aura aussi du bon dans cette vidéo. Mais en tout cas, sur la partie prédiction du gouvernement de M. Bruno Le Maire, même la Banque de France, qui généralement est plutôt optimiste, même la Banque de France dit, en fait, vous faites n'importe quoi, il faut absolument revoir le budget. Et forcément, le gouvernement lui répond, non, pas question, c'est nous qui avons raison, raison contre le reste du monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On regarde donc ce qu'a dit la Banque de France très récemment sur ce qui va arriver. Alors je rappelle, la Banque de France est plutôt optimiste. Enfin, c'est un organisme qui généralement va plutôt dans le sens du gouvernement et qui généralement est plutôt optimiste. Ils ont tendance à voir la vie en rose. Ça fait longtemps que le gouverneur de la Banque de France dit qu'il faut arrêter d'augmenter les taux, ça n'a aucun intérêt pour les taux de la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est plutôt quelqu'un... vous savez, on parle des colombes et des faucons. Les faucons, c'est les gens qui sont hyper sérieux monétairement et qui veulent surtout pas que ça dérape, comme la Banque Centrale Allemande. Et puis les colombes, bon, c'est pas si mal. C'est Jean-Christophe pas si mal, les colombes. Notre directeur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, c'est plutôt un Jean-Christophe pas si mal. Allons-y. Croissance 2024, la Banque de France, nettement plus pessimiste que Bercy. Donc vous voyez que même un organisme qui généralement, c'est le patron qui est comme ça, généralement plutôt positif, là il dit en fait non, ça va pas le faire, mesdames et messieurs, à Bercy, il faut revoir votre copie. L'institution vise une croissance l'année prochaine de 0,9% quand 1,4% sera inscrit dans le budget 2024. Et vous allez voir, ça vous a l'air de rien, 0,9, 1,4. Vous allez voir qu'en fait ça change énormément de choses dans le budget, ça fait des sommes colossal. On vous a cassé les pieds pour vos retraites pour des sommes qui sont inférieures à ça. On vous fait travailler 2 ans de plus pour votre retraite pour des sommes inférieures à cette erreur. Donc vous voyez que c'est en fait colossal. Alors que les ministres de Bercy présenteront le 27 septembre leur budget, la Banque de France vient de jeter une sérieuse pierre dans leur jardin. L'institution estime en effet que le produit intérieur brut, le PIB, progressera de 0,9% en 2024, quand Bercy s'est avancé sur le chiffre de 1,4%. La révision à la hausse des prix de l'énergie et surtout celle de la baisse de la demande mondiale adressée à la France explique la moindre performance hexagonale. Je rappelle juste les prix de l'énergie. Là, au moment où j'enregistre, le baril de pétrole bat un nouveau record. On est au-dessus des 95 $ le baril. Là, tout de suite ce matin. Donc c'est déjà, j'enregistre, on est mardi matin pour moi. Donc on voit que les prix d'énergie, ils sont hauts. L'Arabie Saoudite et la Russie ont tout intérêt à faire monter le prix du pétrole. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite a des dépenses faramineuses à faire en ce moment. Et elle a besoin d'un pétrole cher. Et d'ailleurs, elle fait tout pour depuis maintenant 4 mois et on voit que ça marche. La Russie, elle, a une guerre à financer. Et elle a maintenu ses volumes, c'est-à-dire qu'elle vendait tout le temps autant, malgré l'embargo, mais ça j'en ai déjà parlé, que l'on faisait, et qui ne sert à rien. Elle vendait toujours autant de volume, mais le prix du pétrole avait baissé. Donc ça lui posait des problèmes financiers pour maintenir sa guerre. Du coup, elle a tout intérêt à augmenter le prix du baril. Et c'est ce qu'elle fait avec plutôt un gros succès pour le moment. Donc,
on a un prix du baril du pétrole qui va probablement augmenter en 2024. Et, alors, je dis probablement parce que vous pouvez avoir un retournement, vous pouvez avoir la Chine qui s'effondre. La Chine ou l'Inde s'effondrent, à ce moment-là, le prix du baril va s'effondrer aussi, va baisser. Parce que c'est les gros consommateurs de pétrole. Mais, en dehors de ces raisons-là, disons qu'à périmètre constant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un effondrement dans un pays énormément consommateur de pétrole ou un effondrement de l'économie mondiale, eh bien à ce moment-là, vous avez deux énormes producteurs, Russie, Arabie Saoudite, qui baissent leur production, qui verrouillent le truc et qui font monter les prix. Globalement, les prix monteront, y compris en 2024, jusqu'au moment où ils vont se stabiliser. Entre 100 et 120, vous voyez, il y a de fortes chances que ça se stabilise entre 100 et 120. Bon, à ce moment-là, ça sera, les prix de l'énergie augmentent. Donc, fatalement, ça va faire une baisse de la croissance. Alors, je ne sais pas si je viens de l'expliquer, mais par exemple, si le prix de l'essence à la pompe augmente, vous allez moins rouler. Hein, c'est assez normal parce que vous ferez attention à vos déplacements. Bon, les usines, c'est la même chose. Hein, si elles ont besoin d'énergie pour fonctionner, si le prix de l'énergie augmente, elles vont moins fonctionner, elles vont baisser leur fonctionnement tout simplement pour éviter que ça leur coûte trop cher. Ou alors, elles vont augmenter leur prix de vente, hein, puisque leur coût augmente, donc pour garder la même marge, elles augmentent leur prix de vente. Si elles augmentent leur prix de vente, elles vont avoir moins de consommateurs, moins de gens qui vont acheter, donc ça va baisser tout simplement la croissance. C'est un truc assez logique finalement. J'espère que j'ai bien expliqué, mais voilà, c'est quelque chose de relativement logique. Et puis vous avez, en plus du prix du baril du pétrole, vous allez avoir le prix du gaz qui va augmenter, et puis même chose, le prix de l'électricité, puisqu'on a très intelligemment, brillamment, l'Europe a fixé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. C'était génial! C'était génial quand la Russie nous fournissait le gaz pas cher. Là, ça allait vraiment dans l'intérêt des Allemands. Donc c'était génial. Le problème, c'est qu'on s'est fâché avec notre fournisseur de gaz. Donc maintenant, le prix du gaz, il augmente vertigineusement. Et on a un gouvernement français qui ne veut pas sortir de ce calcul européen. Il aurait les moyens de sortir du calcul européen, de dire on fixe le prix de l'électricité comme on le fixait avant en France, c'est-à-dire que si c'est 60% de nucléaire, la production électrique, eh bien, je mets 60% du prix de l'électricité indexé sur le prix du nucléaire. Et puis, 6% sur, on va dire, les barrages hydroélectriques. Et puis, peut-être 10% sur l'éolienne et le solaire. Et puis, le reste sur le gaz. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. Et vous avez un prix d'électricité qui, pour vous, est plus bas. Mais non, on est génial, on l'a mis sur le gaz. Donc, et on a un gouvernement qui ne veut pas en sortir parce qu'il n'a plus les moyens du tout d'imposer sa volonté en Europe puisqu'il est le mauvais élève de l'Europe. Il est le mauvais élève en tout. Il ne gère pas son budget, il est incapable de le faire. Il est le dernier qui arrivera aux 3% de déficit. Dernier, après la Grèce, on va y arriver. Après la Grèce. On est plus nuls que les Grecs. Si on avait le pays où on gagne le plus d'argent, où on était les meilleurs, où on vivait le mieux, il n'y aurait rien à dire. C'est les autres qui sont des imbéciles. Mais on s'appauvrit petit à petit. Donc ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bon, excusez-moi, je m'énerve pour rien, mais bon. On y retourne. Donc, hausse des prix de l'énergie sur 2024, d'après la Banque de France, et une baisse de la demande mondiale adressée à la France. Donc forcément, on va avoir une croissance plus faible. En euros sonnants et trébuchants, et c'est là que c'est important, le décalage de 0,5 points représente environ 12,5 milliards. Vous voyez que ça fait des sommes gigantesques en fait. Ça fait des sommes gigantesques et il faut absolument que Bercy, d'après la Banque de France, hein, c'est pas moi qui le dis, d'après la Banque de France, il faut que Bercy revoie sa copie parce que ça tient pas la route. De quoi potentiellement rehausser les prévisions de déficit public et de dette attendues par Bercy aujourd'hui, respectivement à 4,4 et 109,7% du PIB. Pour 2025, la Banque de France s'affiche aussi plus prudente que l'exécutif, avec une projection
une progression de l'activité de 1,3% contre 1,7%. Je veux dire, comme on voit, là je vais les mettre tous les deux dos à dos. Depuis 2020, c'est le bordel intégral dans le monde et surtout en Europe et en France. Le bazar intégral. On coupe toute l'économie mondiale pour un virus. On se fâche avec notre principal producteur de gaz et de pétrole. On a une économie qui va à volo et tous les ans, il y a un nouveau problème. Tous les ans. Donc je vais vous dire, prévoir 2025 aujourd'hui, mais ils nous auront inventé, vous savez, ils nous auront inventé un nouveau virus, une nouvelle épidémie, une nouvelle guerre, un nouveau truc qui va pas. Les prévisions à 2 ans actuellement avec les gouvernements qu'on a, c'est du pipeau. Déjà 2024, alors à 2 ans, selon la Banque centrale, c'est essentiellement l'environnement international peu favorable qui pèsera sur la croissance. Parce qu'en France, c'est hyper favorable. Je lui dis, c'est plutôt une colombe, le président de la Banque de France. Il a peut-être raison. Hein, ce n'est pas une attaque contre François Villeroy de Galhau. Hein, mais l'activité serait en plus, honnêtement, hein, franchement, aller faire l'effort, montrer les muscles parce qu'on fait 1,3 ou 1,7% de croissance. C'est lamentable. Ce sont des chiffres de nains. De nains. L'activité serait en effet essentiellement portée en 2024 et 2025 par la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Le pouvoir d'achat en hausse en 2023 et 2024. Donc c'était ça l'information positive que j'aimerais vous donner quand même, parce que après on me dit Mais attendez, non, avant de vous donner l'information positive, attendez, oubliez ce que vous avez vu. Comment répond le gouvernement? Hein, vous avez le patron de la Banque de France qui dit attendez, vos chiffres, vous n'y arriverez jamais, quoi, les gars. Vous êtes mal barrés. Hein. Faut revoir vos chiffres parce que là, on n'y croit pas. Donc, comment répond le gouvernement? Budget. Comment la majorité répond au tacle du gouverneur de la Banque de France? Alors que le gouvernement s'apprête à présenter le budget 2024, le gouverneur de la Banque de France appelle l'exécutif à se montrer réaliste, taclant un projet trop optimiste. Dans les rangs de la majorité, on défend tout excès d'optimisme, évoquant les nombreuses économies que l'on s'apprête à réaliser. Moi, vous savez, alors je vais vous le dire, hein, moi ça fait combien, 40 ans? Non, j'étais jeune quand même, il y a 40 ans. 30 ans peut-être que je suis l'actualité économique en France. Ça fait 30 ans que les gouvernements me disent « Oh, on fait des économies, on fait attention au budget. Oh là là, cette année, c'est pas comme l'année dernière. » Ou on n'est pas comme les précédents gouvernements, on est des gens sérieux, nous. Et ça fait 30 ans que ça dérape. Tous les ans, ça dérape. Tous les ans, ça se creuse un peu. Impossible de revenir aux 3% de déficit public. Je ne sais pas si c'est utile les 3%, je dis juste qu'on a signé un traité là-dessus. On n'a qu'à pas le signer. Si on pense que c'est inutile, on ne signe pas, puis c'est réglé. Et encore plus, si c'est inutile, on n'en parle pas tous les ans pour dire « Ah, on va presque y arriver, on va presque y arriver ». Finalement, on s'aperçoit qu'on n'y est pas du tout. Tous les ans, ça dérape. Tous les ans, on augmente la dette. Et alors là, depuis ce gouvernement, c'est festival. Donc les nombreuses économies... 30 ans que j'entends ça. La charge fait mal à la majorité. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a appelé l'exécutif à faire preuve de plus d'engagement et de crédibilité à une semaine de la présentation du budget 2024 en Conseil des ministres. Le directeur de la Banque de France qui vous dit « faut faire preuve de plus d'engagement et de crédibilité ». C'est chaud, c'est chaud.
Du côté de l'exécutif, on tente de ne pas attacher trop d'importance à cette sortie. Il est dans son rôle, assure-t-on dans les rangs de la majorité. Bah oui, dans son rôle, mais enfin bon... C'est un peu comme la Cour des comptes, en fait. Ils nous disent tout le temps, l'argent qu'on gaspille en n'importe quoi. Ils nous montrent des possibilités d'économie gigantesques de l'État tous les ans. Et puis l'État s'en fout. Mais supprimons la Cour des comptes, nous cassons pas la tête. Parce que moi, j'ai jamais vu aucun gouvernement en tenir compte. Bah, si la Banque de France, c'est la même chose, mais nous embêtons plus. Nous embêtons plus, c'est pour traiter la Banque de France comme la Cour des comptes. En fait, tous les gens sérieux qui font des calculs, je ne dis pas qu'ils sont géniaux à la Banque de France ou à la Cour des comptes, juste que c'est des gens sérieux qui font des calculs. Ils se trompent parfois, mais ils font des calculs. Comme Villeroy de Galhau, je ne vous ai pas dit c'est un nul, je vous ai dit il est optimiste. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc on va plus tenir compte des gens sérieux qui font des calculs, optimistes ou pessimistes. On va se contenter des clowns qui font n'importe quoi depuis des dizaines d'années. Parce que eux, ils savent. Ça marche pas. Ça fait 50 ans que ça marche pas. Mais ils savent. Qu'est-ce que vous voulez? Le gouverneur, et ce gouvernement comme les autres, regardez, depuis 2017, c'est une catastrophe nos budgets. Depuis 2017, on a nos impôts qui explosent. Depuis 2022, plus haut taux d'imposition sur PIB qu'on ait jamais eu en France. Pas moi qui l'invente, c'est l'INSEE. On n'a jamais eu autant d'impôts qu'en 2022. INSEE. Une dette qui a été augmentée de 50% depuis 2017, en 6 ans, ils ont fait plus que les 40 ans précédents. Mais c'est ces gens-là qui vont nous dire comment ils font des économies et comment on gère. Ils sont en train d'expliquer à Leclerc, à Auchan, à Carrefour comment on gère. Les entreprises qui gagnent de l'argent, ils vont leur expliquer comment on gère en vendant à perte de l'essence. Ils sont en train de leur expliquer, là, pendant que j'enregistre cette vidéo. N'importe quoi. Le gouverneur de la Banque de France estime en effet que les prévisions de l'exécutif sont trop optimistes. Une accusation balayée par les proches du gouvernement qui estiment crédible l'objectif d'abaisser le déficit à 2,7% en 2027. Je peux déjà vous dire que c'est bullshit. Les gouvernements vous promettent toujours que ce sera mieux dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et quand vous avez regardé la réalité, les vrais chiffres, vous percevez qu'en fait, ils sont passés tout à fait à côté de la trajectoire. C'est un peu comme Bruno Le Maire avec l'inflation qui vous dit depuis 2 ans que ça va baisser. Puis vous ne voyez pas venir. Jusqu'au jour où vous voyez venir, mais c'est un miracle. Pas du tout dû à lui. Nombreuses économies. La preuve, le gouvernement veut sortir du quoi qu'il en coûte avec la fin du bouclier tarifaire et la réduction des aides aux entreprises. De quoi réaliser 16 milliards d'euros d'économies. Non, de quoi augmenter les impôts des Français de 16 milliards. Parce que les aides, ce n'est pas des aides. C'est juste des taxes en moins. Le bouclier tarifaire, ce n'est pas un bouclier tarifaire, c'est l'État qui vous rend une partie des taxes qu'il prend sur l'énergie. Donc là, ce qu'il explique, lui, être des économies, ce que l'État vous montre comme étant des économies, c'est juste qu'il va plus vous taxer. Parce qu'il estime que quand il ne vous taxe pas beaucoup, c'est qu'il vous fait un cadeau. Tout l'argent qu'il ne vous prend pas, c'est un cadeau. Voilà comment réfléchit l'État. Voilà comment réfléchit le gouvernement aujourd'hui. L'argent qu'il ne vous prend pas, c'est un cadeau qu'il vous fait. Dites merci. Ajoutez à cela la fin du dispositif Pinel et la limitation des prêts à taux zéro et le compte est bon. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
Un conseiller de l'exécutif remet une pièce. Si le gouverneur de la Banque de France souhaite un budget d'austérité, effectivement, ce n'est pas le cas. Donner plus à la justice, à l'éducation nationale, c'est assumé. Alors, je ne vais pas me montrer vulgaire, donc je ne vais pas commenter cette phrase. Branleur. En fait, on vous donne des exemples. Vous savez, c'est comme un temps, on vous dit « Ah, mais vous voulez donner moins d'argent aux hôpitaux? Ah, mais vous voulez moins de police ?» C'est pas là que l'argent part. L'argent, il part pas dans la justice. La justice, c'est 2% du budget de l'État. Sur vos impôts, quand vous payez 100 € d'impôts, il y a 2 € qui vont à la justice. C'est pas là qu'est le problème. L'éducation nationale virait déjà tout l'administratif. Vous devez être à plus de 30% d'administratif, de gens qui ne voient jamais un élève, passer à 15%. Vous voyez, avant de rajouter de l'argent dans la machine, une machine qui ne fonctionne pas, passer à 15% d'administratif. La justice, on dépense beaucoup moins que tous les autres États. Donc là, oui, on peut augmenter le budget. L'éducation nationale, on ne dépense pas moins que les autres États. Donc notre problème, c'est que c'est un bidule qui ne marche pas comme beaucoup en France. Et donc quand je dis un mot vulgaire pour désigner ces personnes, c'est... Mais en fait, parce qu'ils nous jettent... Vous savez, pendant un moment, vous avez payé énormément d'impôts. On paye beaucoup d'impôts. Oui, mais on a la meilleure santé du monde. Jusqu'à ce qu'il y ait le Covid et qu'on s'aperçoive que ce n'est pas du tout le cas. Alors moi, je le savais parce que j'avais habité à l'étranger. Donc je voyais bien que l'hôpital français, ce n'était pas mieux que l'hôpital américain, par exemple. J'ai habité 3 ans aux États-Unis, donc j'ai testé les deux. Avec des enfants en bas âge dans les 2 cas. J'ai testé les deux. Donc ça devenait difficile de me la faire. Mais les Français s'en sont aperçus au moment du Covid. Que l'hôpital français, ça ne marchait pas du tout mieux que les autres. Pas du tout. Donc c'était pas normal qu'on paye autant d'impôts. Le problème de l'hôpital en France, c'est tout simplement qu'il y a 33% d'administratifs. Sur l'ensemble, je connaissais moi le chiffre sur la PHP, puis il y a une étude qui a été faite qui dit sur l'ensemble des hôpitaux. 25 en Allemagne, 33 en France. 8 points de pourcentage de décalage. C'est gigantesque. Vous voulez améliorer l'hôpital, mais vous ramenez l'administratif à 25. Et encore, en entreprise, on dirait 15. Mais, ok, ramenez-le à 25. Et les 8 de différence, là, vous payez mieux les médecins et les infirmières. Ça va vous changer la vie, quoi. Ça va changer la vie dans les hôpitaux. Mais non, on a des gens comme ce membre du cabinet du ministre qui va nous dire « Non, mais on va mettre plus d'argent dans les hôpitaux. » Non, ça ne sert à rien. Vous en mettez déjà plus que tout le monde. L'État français dévore déjà énormément d'argent. Il vous prend la moitié de ce que vous gagnez. La moitié. Et ça ne lui suffit pas. Il en faut toujours plus. Toujours plus. C'est un ventripotent qui ne peut pas s'en sortir. On ne va pas faire d'austérité, on ne va pas faire d'économie. Si, faites des économies, c'est facile. C'est facile. Coupez déjà dans l'aide sociale, vous allez voir, c'est facile. Je sais que tout le monde râle quand je dis ça, mais il n'y a, en dehors des handicaps, je le répète, pour être clair, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, en dehors des handicapés, vous voyez, un tétraplégique, quelqu'un qui peut se servir ni de ses bras ni de ses jambes, ou un autiste sévère, pas les autistes autodiagnostiqués, je suis autiste, ça fait joli, non, les sévères, ceux qui se tapent la tête contre les murs toute la journée en hôpital psychiatrique. Bon, en dehors de ces gens-là, j'en connais un, moi, d'autiste sévère, qui ne peut absolument pas vivre ailleurs que dans une institution. Ce n'est pas un hôpital psychiatrique, mais il ne peut pas vivre ailleurs que dans une institution. Parce que vous le prenez avec vous une semaine, j'ai passé une semaine de vacances avec lui, c'est compliqué. Voilà, vous devez le surveiller tout le temps. Tout le temps.
c'est compliqué. Donc là, c'est sûr qu'il ne va pas bosser. Mais en dehors de ça, mais que les gens aillent bosser. Il n'y a aucune raison que l'État me prenne une partie de ce que je gagne pour donner de l'argent à des gens qui vont jouer à la PlayStation. Aucune raison. Et encore moi, je suis... Alors je n'utilise pas le mot privilégié parce que je gagne bien ma vie, mais je le mérite. Après tout, si les gens regardent mes vidéos, c'est qu'ils aiment ça. Donc voilà, je gagne ma vie avec la pub. Donc je ne me suis pas privilégié, je fais un travail qui me rapporte de l'argent. Mais imaginez l'ouvrier dans une usine qui a un métier qui ne lui plaît pas. Imaginez la caissière de Monoprix, Carrefour, Leclerc, Lidl. Imaginez ceux qui font la mise en rayon dans ces magasins-là, qui bossent comme des chiens, hyper tôt le matin. Et à qui on va prendre une partie de leurs revenus pour donner du RSA à des gens qui ne glandent rien. Il y a une vidéo qui commence à être virale, je n'ai pas voulu la mettre là, mais sur Twitter, d'un gars, un franco-marocain, qui en plus, je crois, n'habite pas en France, qui fraude le RSA. Il le dit ouvertement. Le gars a fait une vidéo YouTube là-dessus. Il dit ouvertement, je fraude le RSA. Ces Français sont trop cons de travailler pour me verser le RSA. Et en plus, je peux vous faire une formation. Écoutez bien, hein. En plus, je peux vous faire une formation, 300 €, la formation, pour vous apprendre comment faire pour frauder le RSA. Vous voulez faire des économies? Vous voulez vraiment faire des économies, l'État? Moi, j'ai des pistes. Hein. J'ai des vraies pistes. Hein. Parce que ce gars-là, non seulement, il fait une vidéo YouTube, on connaît son adresse, hein, facile à trouver. Non seulement, demain matin, je lui coupe le RSA, mais en plus, je le poursuis devant les tribunaux. Pour la fraude qu'il a commise, pour l'incitation à la fraude qu'il fait, et pour le commerce qu'il en fait. Et je supprime le RSA à tous, l'ensemble de ceux qui ne bossent pas alors qu'ils pourraient bosser. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas handicapés lourdement. Je supprime le RSA. Voilà. Vous voulez faire des économies? Faites des économies. C'est des sommes gigantesques, titanesques. L'aide sociale, c'est le deuxième dépense de l'État. Première dépense, les retraites. Mais ça va être difficile de dire à quelqu'un de 90 ans de retourner bosser. Deuxième dépense, l'aide sociale. Voilà. Vous voulez régler le problème? Réglez le problème. Bon, j'avais dit qu'on finirait avec quelque chose de... Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi hein, dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des gens comme ça, qui vivent objectivement sur le dos de ceux qui bossent. Comme des tiques sur le dos d'un chien. Dites-moi dans les commentaires. Je vais finir par une bonne nouvelle parce qu'on m'avait dit, mais fini par une bonne nouvelle. Ok. Plus ou moins bonne. Non, alors, je vais donner la mauvaise avant de donner la bonne. Le chômage va augmenter. Hein, la Banque de France dit que le chômage va augmenter en 2024 et 2025. Mais, bonne nouvelle, le pouvoir d'achat sera en hausse en 2023 et 2024. La consommation, notamment, repartirait à la hausse à partir de 2024 en raison de la bonne tenue du pouvoir d'achat. Il progressait de 0,7% après plus 0,6% en 2023. À cet horizon, l'emploi ne soutiendrait plus la progression du pouvoir d'achat, mais les salaires nominaux progresseraient plus vite que l'inflation. L'emploi, comme je viens de le dire, ça va se dégrader, probablement, mais ça je l'annonce depuis longtemps. Mais les salaires, eux, vont augmenter, donc ce n'est pas plus mal. L'inflation poursuivrait, ce qui est un peu surprenant. L'emploi se dégrade, mais les salaires augmentent, ça ne va pas dans le bon sens. Mais ça dépend à quelle vitesse dégrade l'emploi. S'il ne se dégrade pas trop vite, les salaires vont augmenter. S'ils se dégradent vite, ça ne sera pas le cas. Mais bon. Voilà. Je vais rester sur un autre positif.
L'inflation poursuivrait en revanche son reflux de 5,8 en 2023 à 2,6 en 2024, puis 2,1 en 2025. Si personne ne fait de grosses bêtises, c'est possible, mais je l'ai déjà dit depuis longtemps, que l'inflation après l'été commencerait à diminuer. Ça ne veut pas dire que les prix diminuent, mais ça je le dis depuis janvier. Donc l'inflation baisserait après l'été. Ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils montent moins vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et ça devrait continuer l'an prochain. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que quelqu'un ne fasse pas une bêtise, parce qu'en ce moment, c'est une bêtise par an. Mais bon, ça semble bien parti quand même. Une trajectoire très proche de celle avancée par Bercy. Si ce scénario se confirme, la France sortirait ainsi peu à peu de la crise inflationniste, au prix d'un ralentissement de l'activité, mais en évitant de passer par la case récession. Donc voilà, c'est quand même... on ne peut pas vous dire que demain, les lendemains vont chanter et tout le monde va être riche et tout va bien. C'est pas... Mais on voit quand même, pour la Banque de France, il y a quand même une lueur au bout du tunnel. Ça semble mieux. Le gouvernement fait n'importe quoi, ok. Il devrait revoir son budget et faire en sorte de s'inspirer du réel et pas du wishful thinking, ok. Mais il y a quand même une petite lumière au bout du couloir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce vers le haut de cette vidéo. Partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.